l'Afrique, en exigeant par la voix du peuple de la République de Guinée, interprété fidèlement comme toujours par le président Ahmed Sékou Touré, que Nkrumah s'est placé à sa place de droit au plus haut cime du Kilimandjaro de la révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même devant elle-même et devant l'histoire. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier épisode de Histoire panafricaine. Aujourd'hui, donc le concept, ça va être très simple. On va parler de personnages qui ont été influents dans le panafricanisme. Je rappelle, le panafricanisme, le socle de ce mouvement, c'est l'unité du continent africain et également de la diaspora. Et unité pour que la population africaine s'élève. Et là, on a décidé de tourner plusieurs vidéos pour retracer l'histoire, débattre sur l'histoire de personnages qui ont été véritablement importants dans la progression du continent africain et dans le panafricanisme. Et aujourd'hui, on va parler de Amilcar Cabral. Mais avant d'en parler, je vous présente les panélistes du jour. On a juste en haut, c'est Thibaut Obou de Africains du Monde. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très bien, merci Thomas. Et je pense que on va essayer d'animer et de donner un peu à manger à nos adhérents du goûter panafricain et à tous ceux qui nous suivent. Exactement, il faut leur donner à manger, comme on dit, c'est le goûter. Hein. Donc, on goûte le panafricanisme et on va leur donner de très, très belles parts aujourd'hui. Et on a notre invité mystère, Hachen Soud. Comment tu vas, Hachen Soud? Je vais très bien, merci Thomas, en ce temps printanier. Merci aussi le président d'Africains du Monde, Thibaut Obou. On va aborder effectivement un personnage assez emblématique de la lutte armée, puisque c'était comme ça qu'il se définissait, une lutte révolutionnaire et forcément armée, Amilcar Cabral. Donc, merci donc de m'inviter à ce débat avec Thibaut. Merci. Très, très bien, merci beaucoup à vous d'être là. Avant de démarrer, on a un message concernant le doyen Doumbé Fakoli qui vient d'être libéré. Donc, très très bonne nouvelle. Peut-être Thibaut, tu as envie d'en parler quelques minutes avant Oui, juste quelques minutes, puisque nous sommes vraiment très contents, et toute l'équipe de Goûter Panafricain qui a beaucoup lutté à deux reprises. On a fait des podcasts pour qu'il soit libéré. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour qu'il soit libéré. Effectivement, aujourd'hui, on a appris hier de la voix de sa fille et de son avocat à travers une émission qu'il a été libéré. Donc nous sommes très très contents, nous nous en réjouissons de cette liberté, mais on reste quand même un peu, comme on dit, une fois qu'on a mordu, on fait un peu attention, donc on reste quand même un peu sous nos gardes pour ne pas que ce genre de situation revienne, sachant qu'il a 80 ans, sachant qu'il a beaucoup lutté, sachant qu'il a fait beaucoup de choses. Donc, il faudrait éviter ça. On est content, mais il faudrait éviter ça. Il faudra aussi qu'on le restitue dans sa dignité, dans ses droits, et qu'il puisse avoir facilement accès aux médecins, à la santé, et puis aussi financièrement, il faudrait qu'on arrive aussi à l'accompagner pour faire ce qu'il a à faire. Au niveau de Goûter Panafricain, nous allons faire un effort pour qu'il vienne sur notre chaîne, pour témoigner de ce qui s'est passé en prison, des soutiens qu'il a pu avoir, et que sa fille et son avocat aussi viennent nous voir pour nous dire un mot sur ce qu'ils ont vécu. Ça serait vraiment une superbe opportunité d'avoir Doumbé Fakoli sur notre plateau. En tout cas, voilà, on est très heureux qu'il soit libéré. Donc, pour les personnes qui ne sont pas au courant, peu importe si vous voyez la vidéo peut-être un peu tard, c'était juste Doumbé Fakoli qui était une figure dans le kémitisme et qui était emprisonné au Mali à partir de novembre 2022 jusqu'à là, la fin avril 2023. Donc, on attendait, normalement, il devait être libéré beaucoup plus tôt. Et ça s'est fait que dans les derniers jours. Donc, on est très content pour lui qu'il retrouve sa famille et qu'il reprenne des forces. Allez, on est parti. Donc, on démarre ce podcast avec Amilcar Cabral. Donc, avant qu'on débatte sur Amilcar Cabral, qui était ce personnage? Donc, il est né le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée portugaise. Et mort le 20 janvier 1973 à Conakry,
connu sous le pseudo de aussi Abel Jassy. Donc, ce qu'il faut savoir, j'ai dit Guinée portugaise parce qu'en fait, à l'époque, la Guinée, maintenant Bissau, était une colonie portugaise. Amilcar Cabral, il est né d'un père capverdien et d'une mère guinéenne. Il a étudié au Cap-Vert, mais aussi il est parti, donc dans le pays à l'époque colonisateur, il est parti à Lisbonne étudier l'agronomie. Pourquoi il va là-bas étudier l'agronomie? C'est très simple, c'est que le Cap-Vert est touché par une famine, une véritable famine. Ça le sensibilise, il est triste de voir toute cette population mourir parce que c'est vraiment par milliers. Et il se prédestine donc à étudier l'agronomie pour faire en sorte que son pays puisse revenir dans un meilleur état. Donc il y va jusqu'en 1952. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Durant ses études, il va se lier d'amitié avec des futurs militants guinéens. Et sa pensée pour la lutte pour la Guinée va commencer à émerger. Il va revenir en Guinée. Donc là, vraiment, je vous fais un résumé court pour qu'on puisse débattre sur le personnage. Il va revenir en Guinée et il va commencer, en fait, il va être diplômé d'agronomie et il va avoir une chance, c'est qu'il va pouvoir voyager, en fait, dans toute la Guinée. Et ce qui va se faire, en fait, c'est qu'il va commencer à observer le pays et voir que la Guinée vit sous l'oppression, en fait, du pays colonisateur et qu'il n'y a quasiment aucune issue, en fait, pour s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vouloir créer des actions pour faire en sorte que la population s'en sorte, sauf que il va se confronter, en fait, à l'opposition des colonisateurs portugais qui commencent déjà à avoir un message un peu trop politisé, un peu trop contre le gouvernement en place, le gouvernement portugais, et il va être expulsé de la Guinée pendant 2 ans. À partir de là, son esprit vraiment politique va commencer véritablement à se forger. Il va être au fondement du parti PAIGC avec les autres militants. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que il ne peut rien faire de manière pacifiste et il va être obligé en fait de passer avec son groupe à une véritable lutte armée. À partir de là, la Guinée-Bissau part en guérilla contre le Portugal et ça va durer une dizaine d'années. Et ils vont commencer à gagner du territoire, ils vont commencer à gagner des batailles. Et à un moment donné, Amilcar Cabral, il va se dire que son groupe n'est pas reconnu à l'échelle mondiale, alors qu'ils ont une véritable cause, c'est se battre pour leur pays, l'indépendance de leur pays. Et il va demander à l'ONU de reconnaître son groupe, chose qui va être faite en 1973. Sauf que le 20 janvier 1973, donc Amilcar Cabral, qu'est-ce qui va se passer? Il va assister en fait à une convention à l'ambassade de Pologne et avec sa femme, quand il retourne chez lui, sa maison est assiégée de militaires et ils veulent le ligoter pour le rendre aux autorités portugaises en fait pour se faire éliminer. Sauf que lui, il décide que ce n'est pas la bonne solution. Il ne veut pas se faire ligoter. Et il leur dit, tuez-moi à ce moment-là, tuez-moi par balle si c'est la seule solution. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est un propre membre du PAIGC, donc son propre membre à lui, qui va le trahir et qui va lui tirer dessus. Donc bien sûr, on va revenir sur ça. Mais il va se faire abattre malheureusement le 20 janvier 1973. C'est à quelques mois avant l'indépendance de la Guinée, donc il n'aura même pas eu l'occasion de voir son pays indépendant. Voilà, c'est pour vous retracer en bref le personnage qui est véritablement emblématique. Amilcar Cabral, pour moi, c'est l'élève modèle. Il a tout fait bien, il a fait les études, il est allé dans le pays colonisateur, il a fait des études là-bas. Il est revenu de manière pacifiste, il a voulu créer des choses pour faire en sorte que son pays prenne de l'essor.
Mais il est face à un oppresseur qui n'entend rien. Et qu'est-ce qui se décide au bout d'un moment? C'est de prendre les armes et d'aller au combat. Qu'est-ce que vous pensez? Je me tourne vers vous, les panélistes. Que pensez-vous déjà de son histoire? Thibaut et ensuite Achinsu. Oui, merci Thomas, merci notre reine Dessou. Mais en tout cas, tu as tellement bien résumé, bien décrit le personnage depuis sa naissance jusqu'à sa mort, aussi avec toutes les actions qu'il a mises en place. Ce qu'on peut retenir d'Amilcar Cabral, c'est que c'est l'un des grands panafricanistes il était à l'inauguration du discours de Nkrumah, quand Nkrumah a été élu président là, du Ghana. Il était là et donc il a bien compris ce que disait Nkrumah sur l'union, la nécessité de réunifier les pays africains. Donc lui, il avait déjà entamé cette lutte dans le PAIGC, c'est-à-dire qu'en gros, il a mis en place un système de guérilla pour que les pays qui sont sous la coupe du Portugal, c'est-à-dire qu'on a Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Gambie et aussi Sao Tomé et Principe, pouvoir les libérer depuis l'intérieur. Mais il n'a pas voulu que ça se fasse de façon isolée, chacun dans sa lutte. Donc, il a réussi à fédérer tout ça pour en faire une lutte réelle. Ce qui a fait, par exemple, qu'en Guinée, les Portugais étaient déjà partis en 1973, largement avant, avec la lutte armée. Donc, les Portugais, comme d'habitude, ils ont essayé de ruser et de faire attendre le Cap-Vert en disant que, bon, on va essayer d'aller négocier au Portugal pour voir ce que les Portugais vont dire et nous allons signer un accord pour pouvoir accéder à l'indépendance. Donc, sur ce, il était d'accord. Parce que malheureusement, ça fait partie un peu de l'esprit africain qui n'est pas intéressant. C'est-à-dire, c'est un peu l'esprit, le mauvais côté de la maths, qui veut qu'à chaque fois, il y ait une attente, qu'il y ait un pardon, alors que la guerre n'est pas terminée, alors qu'ils n'ont pas recouvré les libertés, alors que les Portugais continuaient encore à tuer, à dévaster, à brûler les récoltes, à brûler les villages. Et il a pris sur lui de négocier avec le Portugal, pensant qu'effectivement, ils allaient respecter leurs paroles, leurs accords. Alors que c'est un ingénieur agronome, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est instruit et c'est quelqu'un qui est aussi sur le terrain parce qu'il a fait tous les îles, pratiquement les 9 îles de Cap-Vert, il les a fait concrètement en allant sur le terrain. Il a fait aussi le Portugal. Donc, il connaît un peu la mentalité des Portugais. Et il savait aussi pertinemment, et puis c'est aussi un historien, puisqu'il a beaucoup travaillé avec Fanon. Et donc, il savait pertinemment que l'Européen ne respecte pas les accords. Et que par conséquent, les accords n'allaient pas être respectés. Donc, c'est ce que je dis, le mauvais côté un peu de la maths, qui veut qu'on pardonne alors qu'on n'a pas fini. Le pardon, oui, mais il faut sanctionner. Je veux dire, il y a le bien et le mal. Et s'il y a le mal, on sanctionne. Donc, à un moment, il faut que les Africains, dans leur ensemble, et ceux qui luttent, laissent tomber ce côté et qu'ils aillent jusqu'au bout, d'abord, des résultats pour dire, effectivement, on verra s'il y a nécessité qu'il y ait négociation. Mais il n'y a jamais eu de respect des négociations. C'est pour ça que les pays africains sont encore là où nous sommes. J'ai illustré ça différemment avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle, ici, en France, il est en pleine difficulté financière, au niveau de la population. Ils n'avaient pas grand-chose. Et donc, il va en Afrique, au Congo, au Cameroun, pour dire aux Africains, écoutez, laissez tomber Vichy, venez avec moi, si vous venez avec moi, vous aurez l'indépendance et tout ça. Donc, ceux qui étaient pour Vichy, puisque c'était Vichy qui gouvernait tous les pays africains, et comme ils sont, on va dire, républicains légalistes, ils étaient avec Vichy. Mais le général de Gaulle est venu pleurer auprès de ces Africains. Venez avec moi, vous me soutenez, au final, l'indépendance sera acquise. Oui, ils sont venus. Ils ont envoyé leurs enfants de l'argent, parce qu'il a eu pas mal d'argent au Cameroun, en venant ici, des munitions. Il arrive ici, les gens se battent, la victoire est acquise. Quelle est la première des choses que fait le général de Gaulle? Il enlève toutes les grades
aux soldats et officiers africains qui étaient dans l'armée française. Il instaure le franc CFA. Il envoie les militaires français dans les pays africains. Il y a des soldats qui réclamaient leur argent, donc leur solde au Sénégal, Tiroy. Il les a tous, il a donné l'ordre pour qu'on les tue tous. Donc, quand on a tout ça en tête, puisqu'il voit tout ça en tête, on ne peut pas, de façon logique, du bon sens, mais ce n'est pas logique, du bon sens, dire, OK, on va négocier avec le Portugal, sachant que, mais c'est nous qui avons la puissance maintenant militaire, parce que sur le terrain, ils étaient vaincus en Guinée. Ils étaient aussi vaincus au Cap-Vert. Donc, du coup, ils n'avaient plus rien à faire. Les soldats, certains sont venus au Portugal, d'autres étaient encasernés. Donc, il n'y a pas lieu de négocier avec le Portugal. Ok. Donc, c'est un peu le regret qu'on peut admettre sur le combat du grand Amilcar Cabral. C'est le seul regret. Sinon, pour le reste, je pense qu'il a mis ses études et la pratique sur le terrain pour montrer effectivement l'exemple. C'était quelqu'un qui était vraiment exemplaire et idéaliste. Mais je pense que le combat humain ne doit pas être idéaliste. Le combat humain doit être réaliste avec cette notion de sécurité. Puisque on va venir plus tard, mais je vais le dire juste rapidement. On va prendre un débat. Ouais. Oui, juste rapidement, parce que Thomas t'a dit qu'en rentrant chez lui, effectivement, il a été mitraillé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a été averti par sa femme. Il a été averti par sa femme. Et il a décidé volontairement de ne pas prendre de garde. Et il est parti sans garde. Donc, logiquement, les gens en face, c'est les criminels. Donc, ils l'ont mitraillé. Hachem Soud, si toi aussi tu veux nous parler, nous exposer voilà, ce que tu penses de Amilcar Cabral, de son histoire. Oui, il y a tellement de choses par quoi commencer. Alors, est-ce qu'on D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a encore d'autres questions, donc gardez-en aussi un peu sous le coude. Hein. Oui, alors justement, comme tu le dis, il faut en garder sous le coude, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est que c'est un leader donc charismatique, hein, il a tellement de choses encore aujourd'hui lorsqu'on lit ses écrits et ses ouvrages à nous apprendre sur la situation donc de néocolonisés, puisqu'il fait un distinguo entre la colonisation et la néocolonisation. Et lorsque tu évoques effectivement sa fin tragique, il a donc dans son ouvrage, lors de la mort de Nkrumah, hein, il a eu ce discours hein, aussi très fort pour stigmatiser ceux qui, dans les rangs de ceux qui participent à la lutte armée, sont plutôt du côté donc des dominants de l'extérieur. Et qui sont prêts justement à trahir la lutte par un baiser du Judas, d'accord? Donc le baiser du Judas, donc je vous rappelle pour vous renvoyer à une sorte de lecture un peu religieuse de la situation historique que vivent nos grands leaders historiques. Pourquoi je parle donc effectivement de la fin tragique du point de vue religieux? Tout simplement parce que la conquête de ces territoires-là a été faite au départ par des pays qu'on appellerait des pays royaumes chrétiens, qui avaient pour velléité donc de conquérir des territoires à christianiser. Mais au fur et à mesure, ils se sont aperçus que ces territoires vastes pouvaient les enrichir. Ils se sont rendus compte, on va dire en quelque sorte, de leur infériorité. C'est-à-dire que le développement dans le processus de développement dans lequel ils étaient insérés était vraiment ridicule, puisque en grande majorité c'était une paysannerie qui n'arrivait pas, moribonde en quelque sorte, qui n'arrivait pas à atteindre un stade de développement beaucoup plus prospère, et ils vont commencer à maîtriser donc les cartes progressivement. Et au niveau de la navigation, ça va rendre plus accessible l'accès à ces territoires et à leurs richesses. Automatiquement, ils vont implanter donc des territoires, ils vont désorganiser les empires ancestraux, hein, et ils vont imposer par là même
non pas des besoins qui sont propres à la population autochtone, mais ils vont mettre en place des demandes spécifiques qui sont les leurs, en demandant à ces populations d'exploiter les territoires en vue justement de mettre en place donc une agriculture spécifique en direction donc des pays royaumes et en exploitant donc les mines aurifères. Donc forcément que au sein de ces populations va naître des velléités révolutionnaires. Et Amilcar Cabral, face à les désorganisations de ces empires du continent au profit donc de ces pays royaumes, va incarner une figure révolutionnaire emblématique. Amilcar Cabral, excusez-moi, est de ceux qui essaient de défaire donc des lieux communs. Et des lieux communs qui, face à la profusion de richesses pour les Occidentaux, est inadmissible. Et l'un des lieux communs pour Amilcar Cabral à défaire, c'est celui qui est instillé donc dans les discours, qui est que les Africains sont incapables de venir à bout et de gérer effectivement ces territoires-là et de conduire à une gestion de leur vaste territoire et d'appréhender le circuit de la commercialisation marchande et de la monnaie en vue de la production de la richesse. Amilcar Cabral a porté son combat par un discours orienté vers l'engagement armé, la lutte sur le terrain pour une prise directe des responsabilités de transformer un système colonial en dépassant les particularismes hérités justement du colonialisme. Il a identifié que justement ce système colonial reposait sur le racisme et le capitalisme. Et justement, la création donc du Parti africain d'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert est emblématique de cet engagement, a identifié les priorités du combat qu'il a mené pour l'avènement d'une véritable révolution de classe. Okay. Je reviendrai sur justement ce qu'il entendait pour l'émergence d'une classe. Alors, juste termine rapidement, Chensoul, qu'on puisse faire d'autres tours de table, que ça soit pas... Alors, je viens de terminer justement et je voudrais poursuivre sur l'une des contradictions qu'a soulevé Amilcar Cabral, c'est justement l'émergence d'une véritable classe prolétarienne conscientisée sur sa volonté politique d'arriver donc à le renversement donc d'un système qui est celui du capitalisme, d'investir son rôle historique qui n'a pas été réellement possible, puisqu'on voit aujourd'hui, après la mort donc d'Amilcar Cabral en 1973, le destin qui est celle donc de ces territoires lusophones que sont le Mozambique, l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao Tomé-Principe. C'est-à-dire que ces pays n'ont jamais été au bout d'une révolution pleine et entière avec un renversement du système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ok, donc on va rester sur ça. Alors, juste vos réponses, essayez de les faire un léger plus court, qu'on puisse avoir encore le temps que je puisse vous poser des questions. Beaucoup de fois, en fait, sur le plateau, là, notre plateau goûter panafricain, on parle de panafricanisme, bien sûr, de l'idéologie, mais on constate le manque d'action armée. C'est-à-dire qu'il y a l'idéal, il y a l'idéologie, mais dans les faits, dans l'action, beaucoup de fois, on déplore qu'il n'y ait pas de plus d'armées panafricaines, qu'il n'y a pas eu de lutte armée. Et là, ça a été le cas pour Amilcar Cabral. Mais il y a une fin tragique, c'est que la personne qui était avec Amilcar dans la lutte retourne son fusil contre lui. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin tragique, en fait, juste de la fin d'Amilcar Cabral? Si on pouvait se concentrer sur ça. Oui, Thomas, je veux dire que on va dire, les Européens, ils ont cette tendance de la duplicité dans le sens où ils arrivent à faire porter le chapeau toujours
à un ami, à un frère ou à un garde du corps, ou en tout cas, ils n'ont pas tellement ce courage-là de dire que c'est nous qui l'avons dégommé parce que Ok, donc si on comprend ton propos, ça veut voilà, dire que… Alors, il a empêché nos richesses de venir. Juste pour dire, donc, si on comprend ton propos, tu veux nous dire que la personne qui a tué Amilcar Cabral était payée par le gouvernement portugais? Non, c'est simplement c'est les services secrets portugais qui l'ont descendu. Qui l'ont descendu et ils ont maquillé cette histoire en essayant de passer par un des groupes des PAIGC pour lui porter les chapeaux. Et à aucun moment, je pense que les gens qui étaient vraiment dans le combat à côté de Cabral n'ont pu faire un truc pareil. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui étaient autour de Cabral, après, ils ont pris l'exercice du pouvoir. Et on a vu réellement comment ils ont agi. On a vu comment ils ont agi au Mozambique, on a vu comment ils ont agi au Cap-Vert, puisque tous ceux qui ont succédé après, ils étaient tous autour de Cabral. On a vu les actions, les politiques qu'ils ont menées. On a vu comment le Cap-Vert, en tant que petit pays, est devenu un pays au niveau des libertés démocratiques. Donc, ils auraient pu faire autrement si, une fois que Cabral aurait été assassiné, ils allaient prendre d'autres options. On a bien vu qu'en Angola, la lutte a continué jusqu'à ce que les Portugais partent de l'Angola. Donc, je pense qu'à chaque fois, on essaie toujours de trouver quelqu'un comme ils ont fait au Congo. Hein. Au Congo, on a fait un effort pour faire porter le chapeau à Mobutu en dégommant, comme il s'appelle, notre grand héros, Lumumba, grand héros national. Et il a été découpé, mis dans l'acide et tout ça. Ça a été porté on a fait porter ça à Mobutu. C'est pareil pour le Togo. Le Togo, on a fait porter le chapeau à Yassingbe et à Dema, comme quoi il aurait tué Olympio, Jules Christophe Olympio, alors qu'on sait pertinemment que Olympio a été lâchement assassiné et poursuivi vraiment comme un délinquant pour être abattu en l'ambassade de l'Allemagne, toujours par les mêmes. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Même en Haïti récemment, le président haïtien a été découpé. Il a été découpé à la hache et tout. Ils ont fait porter le chapeau à des voyous on ne sait pas quel groupe paramilitaire qui serait rentré en Haïti pour aller découper le président, alors qu'on sait pertinemment que ce sont les forces secrètes américaines qui sont venues le liquider de façon propre. Donc, on est habitué. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est aussi, tu as dit quelque chose de très important, c'est que on ne peut pas se battre contre les gens qui se battent toujours avec les armes, donc qui liquident. Avec cette histoire de non, nous sommes des Nous sommes des pacifistes, tout ça. Ok, donc, je vais donner la parole à… Je finis juste parce qu'il y avait un petit bruit. Je finis juste. Donc, on ne peut pas se battre contre les gens qui sont toujours armés et qui se battent que avec les armes, dire que nous sommes non armés, c'est la paix, c'est un combat sans armes, c'est la démocratie, nous sommes pour la paix. C'est-à-dire que comment on peut laver l'esprit d'un peuple, d'une population à ce point? C'est pas possible. Les seules personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'arme atomique, eh bien, qui devraient avoir l'arme atomique, c'est les Africains. Pour des raisons qui sont objectives, je ne dis même pas de bon sens. Ils ont été décimés depuis plus de 500 ans. Et là, aujourd'hui, on continue de les décimer. C'est les seuls qui sont désarmés et c'est les seuls qui demandent à leurs bourreaux de leur envoyer des armes pour se protéger. C'est du non-sens. Et ils sont toujours les premiers à parler de paix. C'est du non-sens. Je pense que si on veut retrouver sa liberté, il va falloir se battre avec les armes. Okay, c'est la seule façon d'y arriver. Cela n'empêche pas d'éduquer les gens pour leur faire comprendre qu'une fois qu'on s'est battu avec les armes, maintenant il faut construire. C'est deux choses différentes. Ok, Hachem Sout, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de rebondir sur ce qu'a dit Thibaut et donc sur cette fin un peu de Amilcar Cabral. Et j'ai envie de te dire aussi, pour toi, quelles ont été les erreurs d'Amilcar Cabral pour se faire trahir ainsi? Alors, dire qu'effectivement, Amilcar Cabral donc, a commis des erreurs dans l'évaluation
de ce degré de perfidie qui s'installait autour de lui pour le liquider au final. Je dirais que Amílcar Cabral est de ces hommes, hein, il n'est pas le seul, hein, je voudrais aussi citer un autre, hein, Carlos Marighella, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle Praxis de la guérilla urbaine, hein, c'est un Brésilien, un communiste, hein, qui a été lui aussi assassiné pour ses idées, hein, le 4 novembre 69 à Sao Paulo, il a été criblé de balles, il a été justement comme pour Cabral dénoncé, désigné par un Judas, pour que effectivement la police paramilitaire puisse en finir avec lui. Donc ce n'est pas propre à l'Afrique, hein. On peut trouver des exemples comme ça de trahison de proches, de très proches collaborateurs, de partisans autour d'un leader charismatique qui a pour volonté effectivement de saper l'objectif d'une lutte armée, d'une lutte insurrectionnelle. Et cet objectif vise quoi? C'est-à-dire pour empêcher justement que les germes de la révolution puissent éclore réellement sur l'ensemble d'un territoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 60, les pouvoirs portugais se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait pour eux donner l'indépendance aux pays lusophones sous leur domination. C'était l'un des derniers empires colonial qui était tous ces territoires dominés par le Portugal qui restaient effectivement à tomber. Et Cabral donc n'a malheureusement pas eu l'opportunité de le voir, mais je dirais que l'erreur n'est pas tant d'avoir sous-estimé son traître, c'est plutôt de comprendre que la question des contradictions que vivait, qui étaient dans la société de Guinée-Bissau et du Cap-Vert et d'autres pays, était justement que l'émergence d'une classe réellement porteur d'un rôle historique n'a pas eu lieu et qu'il sentait bien que son combat était un combat de longue haleine et qu'il a été sur le versant un peu international en passant par les organisations que sont l'ONU pour justement faire une reconnaissance officielle et institutionnelle donc de sa lutte, comme tu l'as dit, de son parti, pour justement accélérer une vraie révolution. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je crois que le fait que le Portugal a octroyé, je dirais bien octroyé cette indépendance, c'est qu'il sentait bien que c'était possible de le donner parce que rien n'allait être vraiment modifié au niveau systémique. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Guinée-Bissau est complètement gangrénée par des gangs mafieuses, des gangs de la mafia, du narcotrafiquant. Il y a un prolétariat qui est en place, notamment par le fait qu'il y ait énormément d'exportation à l'étranger de la noix de cajou. Donc, il y a un prolétariat agricole qui a été mis en place. Il y a tout le prolétariat né des mines, bauxite, etc., qui est installé. Et ce que disait Cabral, justement, c'est que ce prolétariat, on lui a enlevé la possibilité d'accéder à un véritable discours révolutionnaire, en essayant de comprendre son rôle historique, en essayant de comprendre comment la valeur de son travail et de son surtravail pouvait transforme la valeur en plus-value, et comment justement il avait donc par ses revendications une possibilité de saper justement cette chaîne de production donc de la plus-value. Malheureusement, aujourd'hui, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ces guerres donc d'ego, bien évidemment, les luttes de pouvoir qui ont éclaté, on le voit après la mort de Cabral, les égos qui ont plus une volonté politique orientée vers le développement d'une idée
de s'enrichir plus que de profiter au peuple face à un régime étatique qui était devenu petit à petit libéral. On a de plus en plus des gens qui étaient proches de Cabral et qui aujourd'hui, on le voit, hein, de faux révolutionnaires qui reprennent des idées révolutionnaires qui se disent nationalistes, mais nationalistes frileux. Ok. Alors, Frileux. je vais t'arrêter, je vais te poser la dernière question, comme ça on ne va pas faire trop long, mais ça rebondit sur ce que tu es en train de dire. Terminer en quelques mots, je veux juste que vous me disiez quel est l'héritage pour vous qu'a laissé Amilcar Cabral et pensez-vous que les dirigeants actuels des pays africains doivent s'inspirer de lui et partir également dans des luttes armées contre les oppresseurs? Dernier mot pour conclure, pas trop long s'il vous plaît, je vous pose ces deux questions, les panélistes s'il vous plaît. Il faut que tu mettes ton micro, Thibaut. Oui, ce qu'on peut retenir de Cabral qui est très intéressant dans la lignée de Fanon, hein, c'est qu'en réalité, la seule chose qui permet l'accession à l'indépendance, c'est vraiment la lutte armée. Parce que c'est grâce à cette lutte armée qu'effectivement les Portugais étaient contraints de venir signer l'accession à l'indépendance, malgré que, bien avant ça, l'ONU avait déjà proclamé un peu partout l'autodétermination de tous les pays qui étaient sous coupole coloniale. N'empêche que le Portugais n'a jamais obéi. Il a fallu cette lutte armée pour les chasser déjà de la Guinée et pour qu'ils maintiennent pendant 1 an le statu quo pour au final lâcher prise parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient plus faire grand-chose parce qu'en termes militaires, ils n'avaient plus grand-chose au Portugal pour revenir parce que le Portugal sortait des années des luttes, des oillets et tout ça. Donc il y a un déséquilibre économique et politique qui ne permettait plus de venir au Cap-Vert soutenir encore cette manœuvre de colonisation. Donc ce qu'on peut retenir quand même de Cabral, c'est qu'un pays ne peut vivre que de sa propre production, notamment en termes d'agriculture, parce que Cabral, il a fait le tour de toutes les îles de Cap-Vert en plantant lui-même ce que les Cap-Verdiens allaient vraiment manger et se pouvoir se développer et éventuellement vendre le surprix. Donc, qu'est-ce qu'on retient? C'est que chaque pays doit vivre de sa propre production. C'est tellement juste qu'aujourd'hui, pour ceux qui vivent en Europe, ils se rendent compte que quand eux-mêmes, ils ont voulu faire un peu cette histoire de boycott, tous les produits ont augmenté, les céréales n'arrivent plus, nous sommes passés de 1 à 10, c'est incroyable. Donc, Cabral, il laisse quoi? Il laisse une force agricole pour les pays africains de faire en sorte de cultiver eux-mêmes. Il laisse cette histoire de fédération, l'union. Il n'y a que l'union qui permet réellement de faire avancer les choses. Et puis cette histoire de monnaie. Cette histoire de monnaie qu'il a laissée qui est réelle. Hein, qui est réelle. Donc je pense que ça a été un vrai révolutionnaire, quelqu'un qui a anticipé quand même sur son temps, et qui a permis quand même aux pays africains de pouvoir se libérer, surtout les pays africains où on parlait la langue portugaise. Ok, et toi, Shensu, je vais te laisser sur la deuxième question. Donc, penses-tu que les dirigeants actuels doivent s'inspirer de l'histoire de Cabral et peut-être aller sur une lutte armée contre les oppresseurs? On te laisse le dernier mot. Alors, je dirais oui, et encore une fois oui, mais avec la population et avec le peuple qui doit se transformer en peuple révolutionnaire. C'est-à-dire faire aboutir donc le travail qu'a mise dans la société, dans les sociétés lusophones, Amilcar Cabral. C'est-à-dire que dire aujourd'hui, 50 ans après sa disparition, 50 ans, 1973-2023, de sa disparition, donc après sa disparition, du prolétariat privilégié sur l'ensemble de l'Afrique, puisque maintenant il y a donc des industries, du prolétariat privilégié transformé en consommateur tout azimut. Alors, face aux anciens pays royaumes occidentaux qui se sont réunis depuis la fin du XXe siècle en Union européenne, et tout comme au début de leur émergence pour se complaire en empire par l'exploitation du continent, cette exploitation ne fait que se complexifier. Il faut reprendre et continuer
à lire les œuvres de Amilcar Cabral pour effectivement une praxis innovante, la théorie et l'action. La théorie pour l'action, la théorie en action. Okay. Peut-être, excusez-moi, peut-être ce constat de la classe de consommateurs qui, dans cet espace-temps, ne mesure que moyennement les fondements de son destin, de l'importance du devenir des populations, de la beauté écologique inestimable des terres, de son patrimoine culturel incroyable, les paradigmes aujourd'hui de Cheikh Anta Diop, puisque c'est après 1973. Les paradigmes de Cheikh Anta Diop sont stabilisés dans beaucoup de pays et d'universités africaines, ce qui est formidable. Mais non, nous ne devons pas nous cantonner uniquement au kémitisme. Encore une fois, sur le plan culturel, il y a à aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas mésestimer la lutte des grands fondateurs face à des enjeux autres que ceux de se battre religieusement pour une place privilégiée dans les arrière-mondes. Car c'est un enjeu pour les religions de se battre pour obtenir une belle place dans les arrière-mondes auprès de Dieu. Mais les pays royaumes occidentaux et leurs oligarchies se battent et connaissent les enjeux dès maintenant pour une place dans leur soi-disant paradis africain. Je voudrais terminer par les mots de Cabral, qui nous a laissé ses paroles, et je vous invite à lire ce livre. Ne faites pas croire à des victoires faciles de Amilcar Cabral, page 48, et j'en terminerai par ces mots. Très rapide, s'il te plaît. Oui. Les progrès réalisés par le néo-capitalisme, en particulier en Europe, où l'impérialisme a recours à des investissements préférentiels, encourageant le développement d'un prolétariat privilégié, avec comme conséquence la diminution du niveau révolutionnaire des classes laborieuses. La situation néocoloniale ouverte ou déguisée de quelques États européens qui, comme le Portugal, possèdent encore des colonies. La politique dite d'aide aux pays sous-développés, pratiquée par l'impérialisme dans le but de créer ou de renforcer les pseudo-bourgeoisies autochtones, nécessairement inféodées à la bourgeoisie internationale, et de barrer ainsi la route à la révolution. La claustrophobie et la timidité révolutionnaire qui amènent quelques États nouvellement indépendants et disposant de conditions économiques et politiques intérieures favorables à la révolution, à accepter des compromis avec l'ennemi ou avec ses agents, les contradictions croissantes entre États anti-impérialistes et finalement les menaces du côté de l'impérialisme contre la paix mondiale dans la perspective d'une guerre atomique, ces facteurs contribuent à renforcer l'action de l'impérialisme contre le mouvement de libération nationale. L'Afrique doit se libérer totalement du néocolonialisme mené par effectivement des agents de l'intérieur qui sont des endocolons. Ok. Bon, merci à vous. Voilà, on a débattu sur Amilcar Cabral. C'était le premier épisode de notre playlist Histoire. Donc, on va en faire encore d'autres vidéos. Pareil, débat sur d'autres personnages emblématiques du panafricanisme qui ont aidé l'Afrique, le continent africain à s'unir, à se faire respecter. Donc, restez bien à l'écoute. Laissez-nous vos commentaires sur cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-nous partager vos avis. Et pensez à vous abonner, pensez à aimer la vidéo. Et on se retrouve très très vite. Merci à vous les panélistes. Et on se retrouve à une prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt.